La fièvre hémorragique Ebola continue de sévir. Près de 1000 morts déjà dans 4 pays d'Afrique de l'Ouest. Pas question qu'elle franchisse les portes de la Côte d'Ivoire. Le gouvernement est mobilisé pour réussir ce pari. Il vient d'annoncer des mesures préventives face à l'épidémie à virus Ebola. Les 17 membres de la commission centrale de la CEI sont désormais en fonction. Ils ont prêté serment ce matin devant le Conseil constitutionnel au cours d'une audience présidée par Francis Vangavaudier. Et puis, la commune d'Atekoubé a été choisie pour abriter le démarrage de l'opération des ouvrages d'assainissement. Ce matin, les machines de l'Office national de drainage et d'assainissement ont procédé au curage des caniveaux et au déguerpissement des populations installées de façon anarchique. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être fidèles à RTI 1. Le Premier ministre est de retour à Abidjan. Daniel Kablan-Duncan revient des États-Unis où il représentait le chef de l'État au sommet États-Unis-Afrique, organisé pour donner un coup d'accélérateur à la nouvelle coopération américano-africaine. Le chef du gouvernement est donc de retour en Côte d'Ivoire. Dès son arrivée, il a fait le point de son séjour américain. De bonnes nouvelles en perspective pour la Côte d'Ivoire. Le chef du gouvernement est donc rentré ce soir. Je vous propose de l'écouter. Il s'est exprimé au micro du Gervais Blé. Je dois dire qu'au niveau donc public, le président Obama, comme chacun sait, a décidé de développer Power Africa avec des engagements de l'ordre de 26 milliards de dollars. Bon, si je convertis, ça va faire autour de 13 000 milliards de francs CFA, de manière à porter donc, disons que les capacités en matière d'électricité à 30 000 mégawatts et donc fournir l'électricité à 60 millions donc, de personnes en Afrique, ce qui est quand même important. Vous savez aussi qu'il y a eu la Goa qui va être renouvelée. En tout cas, le président a indiqué qu'il allait proposer au Congrès le renouvellement donc, de cette disposition qui permet donc aux pays africains d'exporter pratiquement sans frais de douane des produits, notamment des produits industriels vers les États-Unis. Et il y a eu aussi donc des actions qui ont donc été prises pour renforcer le domaine agricole, qui sont des éléments porteurs donc, de l'action, mais aussi la santé, notamment, vous savez, la lutte contre le VIH-Sida, mais aussi il y a eu l'Ebola, puisque cette question aussi a été évoquée, les problèmes aussi d'éducation. Vous savez qu'il y a eu une action que le président a prise en ce qui concerne les jeunes, là, le YALI, Young African Leader Initiative, là, de manière à pouvoir former la base future donc, de nos pays. Et disons que ces actions-là vont permettre, en complément de ce que fait le Exim Bank des États-Unis avec le MCC et avec l'OPIC, disons que de décupler les relations économiques et commerciales entre les États-Unis et l'Afrique. C'était une réunion donc importante. Nous-mêmes, disons qu'avec la délégation, en marge donc des réunions donc officielles, nous avons rencontré beaucoup d'opérateurs économiques, d'abord les gens de la Chambre de commerce donc, des États-Unis, mais aussi beaucoup donc, de groupes privés qui voulaient nous voir. Et certains vont venir ici avant la fin du mois d'août, notamment le groupe Marlan, qui veut faire des hôtels ici et donc des développements logistiques sur le port long d'Abidjan. Il y a donc un certain nombre d'investisseurs dans le domaine financier qui viendront ici. D'ici donc la fin du mois, enfin il y a un grand programme de gens qui vont venir. C'était une excellente réunion. Je suis certain que, vous savez, quand les États-Unis décident de quelque chose, ils y mettent les moyens. Et je pense que dans les 5 années à venir, il va y avoir au moins un décuplement des échanges entre les États-Unis et l'Afrique, parce que ces échanges sont encore faibles. En Afrique de l'Ouest, sur 4 pays touchés par l'épidémie, 2 font frontière avec la Côte d'Ivoire. Le gouvernement a annoncé des mesures pour éviter l'entrée de la maladie d'Ebola dans le pays. Des dispositions sanitaires annoncées ce matin lors d'une conférence de presse animée par plusieurs membres du gouvernement, dont la ministre de la Santé, Raymond Goudou-Kofi, est formelle. Aucun cas d'Ebola n'a été enregistré en Côte d'Ivoire.
Le devoir d'un gouvernement responsable, c'est d'anticiper sur tous les risques auxquels sa population peut être exposée et selon ces risques d'ajuster les moyens de riposte. Ce sont là les premiers mots de Bruno Koné, le porte-parole du gouvernement face à la cinquantaine de journalistes qui a effectué le déplacement ce lundi pour fermer la porte de notre pays au virus Ebola et cela de façon sûre et définitive. La Côte d'Ivoire renforce son dispositif. Le gouvernement de Côte d'Ivoire décide des mesures suivantes. 1. La suspension jusqu'à nouvel ordre des vols d'Air Côte d'Ivoire à destination et en provenance des pays affectés par la maladie à virus Ebola. 2. L'interdiction jusqu'à nouvel ordre à toutes les compagnies aériennes de transporter des passagers en provenance des pays touchés par la maladie à virus Ebola à destination de la Côte d'Ivoire. 3. Tous les passagers, à leur arrivée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, seront soumis à la prise de température à l'aide d'un thermomètre à infrarouge. 4. Le renforcement des mesures de contrôle sanitaire et de screening aux frontières terrestres, aériennes et maritimes, avec une forte implication des autorités préfectorales, coutumières et religieuses. À ces mesures s'ajoute le renforcement de la protection des agents de santé dans l'exercice de leurs fonctions et la mise en place d'un dispositif de prise en charge des éventuels malades. Bruno Koné a indiqué que les dispositions et mesures préventives prises jusqu'à ce jour restent également en vigueur. Éviter de chasser les gibiers, singes, chimpanzés, chauves-souris, agoutis, antilopes, porcs-épics. Éviter la consommation de viande de brousse. Éviter la manipulation d'animaux morts de causes inconnues ou retrouvés malades dans la forêt. Face à la rumeur qui fait état de suspects ou de cas déclarés en Côte d'Ivoire, le gouvernement persiste et signe. Nous ne l'avons pas. Au moment précis où je vous parle, nous n'avons pas de cas d'Ebola déclarés. Et certainement que nous n'en aurons jamais si et seulement si ces mesures étaient, selon Raymond Goudou Kofi, respectées à la lettre et par tous. Voilà qui est donc clair, aucun cas d'Ebola n'a été jusqu'ici déclaré en Côte d'Ivoire. Les mesures préventives évoquées à l'instant devraient permettre à la Côte d'Ivoire donc d'être à l'abri de l'épidémie à virus Ebola et le bien fondé de ces mesures sanitaires a justement été expliqué aux représentants à Abidjan des pays déjà touchés par la maladie et c'est Charles Kofi Dibi qui s'en est chargé. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, leur a aussi transmis toute la compassion du gouvernement ivoirien pour les familles victimes de la fièvre hémorragique. Sidonie Davila. Aux ambassadeurs des pays touchés par la maladie à virus Ebola, le ministre des Affaires étrangères, Charles Kofi Dibi, a expliqué le sens de la décision des autorités ivoiriennes. Il a aussi manifesté au nom du président de la République la solidarité du peuple ivoirien à l'endroit des familles victimes. Si je vous ai demandé de nous réunir ce matin, c'est surtout solliciter la compréhension de vos gouvernements, mais que cela n'entame en rien la nature de nos relations. Vous savez qu'on a des ressortissants de part et d'autre, et donc c'est pour protéger toutes ces populations que nous prenons ces mesures. Les ambassadeurs de la Guinée, du Libéria et du Nigeria sont tous conscients du problème de santé publique que représente cette maladie. Ils ont assuré le ministre de leur bonne compréhension. Et nous savons que ce n'est pas de gaieté de cœur que vous le faites. La décision prise par le gouvernement ivoirien n'entamera rien. Les bonnes relations qui existent entre la Guinée et la Côte d'Ivoire. Nous comprenons la situation et c'est pour le bien-être de nos deux peuples. Alors je vais transmettre le message et je peux vous assurer que de la compréhension de mon gouvernement. Je vais transmettre le message à mon gouvernement. C'est un problème qui dépasse nos frontières. Nous essaierons ensemble de trouver des solutions. La Sierra Leone n'ayant pas de représentation diplomatique en Côte d'Ivoire, l'ambassadeur du Libéria est chargé de transmettre le message du ministre Charles Kofi Dibi à son homologue de la Sierra Leone en fonction au Libéria.
Et pour soutenir la lutte contre l'arrivée de l'épidémie à virus Ebola dans notre pays, plusieurs entreprises commerciales réunies au sein de la Chambre de commerce et d'industrie libanaise de Côte d'Ivoire ont fait un geste ce matin. Ils ont fait don d'un lot de gel hydroalcoolique pour la désinfection des mains. Ce don d'une valeur de 11 500 000 francs CFA a été reçu par Raymond Goudou-Kofi, la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida. La maladie à virus Ebola est désormais une urgence de santé publique de portée mondiale. La Côte d'Ivoire met tout en œuvre pour éviter le premier cas sur son sol. Et c'est l'affaire de tous. En tout cas, les industriels libanais de Côte d'Ivoire ne veulent pas rester en marge de cette lutte contre la fièvre hémorragique. Nous avons répondu spontanément et rapidement à la demande de Madame le ministre. On a apporté pour environ 12 millions de produits de gel pour pouvoir se laver les mains. Ce produit va servir à stériliser les mains, à pouvoir se laver au niveau des ports, des aéroports, et ainsi de suite. La mobilisation de ressources de fonds auprès d'entreprises citoyennes lancée par le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida a donc été entendue. Elle se justifie par le fait que le gouvernement a pris des mesures en termes d'hygiène publique. Depuis hier, le gouvernement recommande qu'on ne se salue plus, qu'on n'utilise plus les serrements de main, qu'on évite les accolades. Mais cela passe obligatoirement par une des premières mesures que nous avons conseillées dès l'avènement de ce virus Ebola en Afrique de l'Ouest, c'est de se laver régulièrement les mains. Alors on se lave les mains avec de l'eau et du savon, plus particulièrement, mais quand on n'en a pas, quand on n'en dispose pas, on se lave les mains avec un produit antiseptique, souvent un gel antiseptique. Ces 25 000 gels hydroalcooliques pour la désinfection des mains seront remis aux chefs coutumiers, aux préfets, aux leaders communautaires, aux leaders religieux, pour qu'ils les fassent utiliser par la population. Une simulation grandeur nature aura lieu le 14 août prochain dans l'ouest du pays pour préparer au maximum nos agents de santé à un éventuel cas. Les 17 membres de la commission centrale de la CEI ont pris fonction aujourd'hui. Ils ont prêté serment devant le Conseil constitutionnel au cours d'une audience présidée par Francis Vaudier. Le président du Conseil constitutionnel les a surtout invités à un devoir de responsabilité et d'impartialité dans l'exercice de leurs fonctions. Michel Digré a assisté à la prestation de serment. Son compte rendu. Numéro 2004. Les 17 membres de la commission centrale de la CEI ont désormais la capacité d'exercice de leur mission après la prestation de serment devant le Conseil constitutionnel. Ils s'engagent ainsi à remplir fidèlement leurs fonctions, à l'exercer en toute indépendance et impartialité, et ce, dans le respect de la Constitution et du Code électoral. Ils garderont également le secret des délibérations des votes, même après la cessation de leurs fonctions. La prestation de serment est un acte fondamental qui marque l'entrée en fonction des intéressés en qualité de membres de la commission centrale, de la commission électorale indépendante. Monsieur Dao Bakari. Je le jure. Monsieur Amani Ibou Félicien. Je le jure. Les membres de la commission centrale de la CEI entendent jouer pleinement leur partition pour la réussite des élections générales à venir. Je suis donc venu apporter ma pierre aux côtés de tous les autres amis pour que cette commission puisse nous aider à sortir de ce que nous avons vécu ces derniers temps. C'est un engagement extrêmement lourd. Je crois que la meilleure manière d'aimer les Ivoiriens, c'est de faire notre travail avec beaucoup plus de conscience et puis de respecter la loi ivoirienne. Les élections sont des périodes extrêmement difficiles en Afrique, pas seulement en Côte d'Ivoire. Et nous, en tant que membres de cette institution, nous avons le devoir, nous avons la responsabilité de faire en sorte que tout se passe dans les conditions les meilleures. Nous allons faire en sorte, en tant que société civile, que nous travaillions dans la cohésion et pour que la population ivoirienne ait confiance en cette commission et que nous puissions aller à des élections apaisées. C'est le 8 août dernier et que le président de la République a signé le décret portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la commission électorale indépendante.
Le président du comité interparlementaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine et le chef du Parlement bissau-guinéen ont été reçus aujourd'hui par Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale. Pendant que l'un souhaite l'appui de la Côte d'Ivoire pour l'installation du Parlement de l'UEMOA, le second, lui, sollicite la coopération entre le Parlement de son pays et celui de la Côte d'Ivoire. Léon Brou pour les précisions. Le président de l'Assemblée nationale de la Guinée-Bissau chez son homologue ivoirien. Une visite de courtoisie mise à profit par Cipriano Kassama pour recueillir les conseils, avis et suggestions de Guillaume Soro en vue de mieux conduire ses activités parlementaires. Bien plus, le chef du Parlement bissau-guinéen veut réactiver la coopération entre son institution et l'Assemblée nationale sœur de Côte d'Ivoire. Je trouvais à l'égard du président Soro toute sa disponibilité. Il a donné des orientations à ses collaborateurs, surtout à Madame la Présidente de la Commission pour la politique externe, d'activer notre relation au niveau de la Guinée-Bissau et le Côte d'Ivoire pour les deux parlements. Le président Ouattara, en tant que président de la CEDEAO, a tout fait pour qu'aujourd'hui la Guinée-Bissau retourne à l'ordre constitutionnel. Je suis venu aussi remercier le président Soro de tout son travail, de tout ce que le gouvernement et le peuple ivoirien ont fait à l'égard de la Guinée-Bissau et son peuple. Après le chef du Parlement bissau-guinéen, le président de l'Assemblée nationale a échangé avec le président du comité interparlementaire de l'UEMOA. Victor Dagnan est venu solliciter l'appui de la Côte d'Ivoire pour l'installation du Parlement de l'UEMOA. Le 1er février 2014, nous avons assisté à l'entrée en vigueur des actes portant création du Parlement de l'UEMOA. Ceci, c'est grâce à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est toujours sollicitée et ses énergies sont sollicitées pour qu'on puisse rapidement passer à l'étape supérieure et peut-être finale par rapport aux procédures, l'étape d'installation du Parlement. Comme Victor Dagnan, le chef du Parlement bissau-guinéen est en terre ivoirienne dans le cadre de la 34e session du comité interparlementaire de l'UEMOA, une session budgétaire prévue pour se tenir du 11 au 21 août 2014. Il s'est produit un accident de la circulation cet après-midi sur l'autoroute du Nord. Vous le voyez en image, cela a eu lieu sur l'axe Yopougon à Djamé. 13 véhicules sont donc entrés en collision, mais fort heureusement, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Seulement des blessés, 21 au total, dont un dans un état grave. Ils ont été conduits d'urgence au CHU de Yopougon. Gaoussou Touré était ce matin face à la presse. Le ministre des Transports s'est prononcé sur les fraudes constatées dans la délivrance des titres de transport. Il a par ailleurs annoncé une nouvelle procédure visant à enrayer définitivement les cas de fraude. Bertin Nguesson. Des milliers de cas de fraude détectés dans le traitement des dossiers relatifs au permis de conduire au centre principal de gestion intégré de Trècheville. Ces cas concernent les demandes et les renouvellements de permis de conduire bloqués depuis 2008 selon le ministre des Transports, Gaoussou Touré. Tout candidat qui n'a pas été enregistré au niveau des Staten, pour nous, c'est un faux document qu'il a. Parce que s'il a un bon document, il doit passer avant d'aller dans les auto-écoles pour qu'on puisse partir. Désormais, les candidats au renouvellement du permis de conduire sont invités à faire vérifier et authentifier leurs documents à la Direction générale des transports et de la circulation, sise à la Tour C au plateau, a précisé Gaoussou Touré. C'est tous ceux qui sont aujourd'hui en possession des documents réels qui sont passés par les auto-écoles, c'est tout à fait normal qu'on puisse leur éditer des vrais documents aujourd'hui pour leur permettre de jouir de leurs droits. Le ministre des Transports s'est également prononcé sur l'intégration des anciens agents de la SONATT et de la GETU. Sur 400 agents au niveau de la SONATT, il y a 366 qui avaient déjà déposé leur dossier. Il n'y a que 80 dossiers conformes. Au niveau de la GETU, il n'y a pas de problème, parce que sur 62 agents attendus, les 62 ont déposé le dossier et ce sont des dossiers complets. Répondant aux préoccupations des journalistes sur la décentralisation des opérations de permis de conduire, le ministre des Transports a indiqué que plusieurs centres seront ouverts avant la fin de l'année sur toute l'étendue du territoire national.
En plus du centre de gestion intégré de Trècheville, les centres de gestion intégrés de Bouaké, d'Aloa et Yamoussoukro sont opérationnels. Le reportage de Bertin Guesson, commenté pour vous par Francis Boifo. Henri Konan Bédié, le président du PDCI RDA, a reçu ce matin plusieurs membres de l'Alliance des forces démocratiques de Côte d'Ivoire. La délégation était conduite par le président du Front populaire ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan. La rencontre a eu lieu à Daoukro. Les discussions ont porté sur la tenue d'élections apaisées en 2015, la mise en place d'une commission électorale indépendante consensuelle et d'autres questions relatives à la vie de la nation. Maïsako revient de Daoukro. Son reportage. Dirigé par le président du FPI, le Front populaire ivoirien Pascal Affi-N'Guessan, une délégation de l'Alliance des forces démocratiques de Côte d'Ivoire s'est rendue ce lundi à la résidence du président du PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié, à Daoukro. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une campagne de communication entreprise par l'Alliance depuis plusieurs mois. Elle vise à inviter le PDCI à contribuer à la tenue d'élections apaisées en 2015 en Côte d'Ivoire. Si nous ratons cette échéance, nous craignons que la Côte d'Ivoire ne bascule à nouveau dans des violences. Et nous considérons que c'est de notre responsabilité de tout mettre en œuvre pour que cette avalanche d'affrontements prenne enfin fin avec les échéances électorales à venir. Donc c'est cela l'enjeu. Un enjeu qui passe par la mise en place d'une commission électorale indépendante consensuelle, selon Pascal Affi-N'Guessan. Nous avons désigné nos représentants. Ce que nous avons posé comme acte n'est qu'un acte de bonne volonté, un acte pour manifester notre engagement. Mais notre présence à la CEI est conditionnée par la concrétisation du principe du consensus. Sur la question, le président du PDCI, Henri Konan Bédié, a rassuré ses interlocuteurs. Depuis le 15 juillet, il a engagé une série d'entretiens avec le chef de l'État qu'il compte poursuivre et qu'à l'occasion de ces entretiens, toutes nos préoccupations seront examinées avec le chef de l'État et que d'ici donc le 15 septembre, il nous accordera une nouvelle audience pour nous faire part des conclusions de ces entretiens. Donc nous partons confiants. D'autres questions liées à la vie du pays ont été abordées au cours de la rencontre. Il s'agit notamment du dialogue politique, du retour des exilés, des problèmes fonciers dans l'Ouest et de la sécurité en Côte d'Ivoire. Le Rassemblement des Républicains prépare activement la prochaine présidentielle. 10 secrétaires nationaux du RDR rattachés à Adama Bictogo viennent d'être nommés. Leur mission se décline en 8 points. 8 points donc pour préparer dans la sérénité la réélection du président Alassane Ouattara. Ben Touré. Aussitôt nommé au poste de secrétaire général adjoint chargé des mouvements et questions politiques du RDR, Adama Bictogo dévoile déjà la liste de ses commandos. Ils sont 10 membres, élus et cadres, cooptés pour mettre en œuvre la mission assignée à Adama Bictogo. Une mission qu'il décline autour de 3 axes majeurs. Le premier axe, c'est le rassemblement de tous les Ivoiriens. Une adhésion massive de tous les Ivoiriens autour de son idéal de développement. Le deuxième axe, c'est la paix, à travers la réconciliation de tous les Ivoiriens. Et le troisième axe, c'est le développement de la Côte d'Ivoire, dont les déclinaisons se feront à travers la santé pour tous, le logement pour tous, l'éducation pour tous et l'emploi pour les jeunes. Conscient de la tâche qui sera la leur les jours à venir, ces secrétaires nationaux retroussent déjà les manches. Notre mission sera de faire en sorte que les chefs coutumiers, des chefs de village au roi, en passant par les chefs de canton, une attention particulière leur soit portée. Nous allons dans un premier temps créer un cadre permanent de concertation et d'échange avec les élus. Le 26 août prochain, Adama Bictogo rencontrera les élus et la chefferie. Mais avant, une rencontre est prévue pour le 22 août avec les différents secrétaires nationaux pour ensemble décliner les attributions du secrétariat général adjoint chargé des questions et mouvements politiques. Reportage signé Ben Touré et Abou Sanogo.
La ville de Mans a abrité la célébration officielle de la Journée nationale de l'arbre édition 2014. Ce lundi 11 août donc, thème retenu pour cette journée, plantons des arbres pour lutter contre le réchauffement climatique. Les populations ont assisté à cette célébration à la place de la Paix de Mans. À cette occasion, le ministre des Eaux et Forêts, Mathieu Babodare, a, dans son adresse, invité les populations au reboisement afin de restaurer le couvert forestier ivoirien. Il a inauguré les locaux du projet Réhabilitation des flancs Clé Montagne à Mans. Ensuite, une séance de planting d'arbres sur les 10 flancs. Le ministre Babodare a aussi rencontré des opérateurs de la filière bois afin de s'imprégner des difficultés, notamment la concurrence déloyale des scieurs clandestins. Le compte-rendu dans nos prochaines éditions, le compte-rendu donc de Eve Boué. L'opération de libération des ouvrages d'assainissement annoncée par le gouvernement a effectivement démarré ce lundi. Première étape à Tékoubé, à la cité Fermont précisément, où les machines de l'Office national de drainage et d'assainissement ont procédé au nettoyage des caniveaux et au déguerpissement des populations. Une opération saluée par les uns, décriée par les autres qui y voient la fin de leur commerce. L'opération se déroulera dans tout le district d'Abidjan. À Tékoubé, quartier cité Fermont. Premier site, premier coup de machine. L'Office national de l'assainissement et de drainage procède à la libération des ouvrages d'assainissement occupés ici par des commerçants. L'opération débutée ce lundi s'inscrit dans le plan de lutte contre les inondations lancé par le gouvernement. Sur la voie d'Aboula, on a des caniveaux le long de la voie qui sont raccordés à un dallo qui traverse le quartier pour venir se rejeter dans un talweg qui se trouve sur le site où nous sommes. Les eaux s'écoulent déjà pour aller se rejeter plus bas. Et il se trouve que le dallo qui prend les eaux du caniveau là-bas est complètement bouché, mais il est inaccessible parce qu'il y avait des baraques qui étaient installées dessus et l'exutoire était occupé, donc les eaux ne pouvaient plus s'écouler. Voilà, donc ce matin nous sommes là pour libérer cet espace. Période de sensibilisation passée, place maintenant à l'action. Une opération applaudie par la population. C'est le site de mon père. Et avant son décès, il a donné à quelqu'un pour exploiter le terrain par rapport au coco. Depuis le décès du père, on a constaté que le terrain n'est pas praticable. Nous avons décidé de mettre de l'ordre dans le terrain. On a passé dans tous les secteurs en vain. L'œuvre que le président de la République a de prendre vraiment va droit au cœur. Pour mémoire, les inondations dues à la forte pluie du mois de juin ont fait 33 morts et plusieurs déplacés. Pour ne plus que l'histoire se répète, l'opération de libération des ouvrages d'assainissement appuyée par les forces de l'ordre va se poursuivre dans tous les districts d'Abidjan et ce pour une période de 1 mois. Reportage Ben Touré dans un commentaire d'Abou Sanogo. Abou Sanogo justement qu'on va retrouver dans cet élément qui nous parle des soldats du feu. Les soldats du feu qui ont pour mission d'assurer la sécurité des personnes et des biens et répondre aux besoins de toute situation de détresse. Aujourd'hui, le groupement des sapeurs-pompiers militaires de l'Indénié s'apprête à célébrer ses 40 années d'existence autour du thème 40 ans au service de la nation, bilan et perspective. Avant cette célébration, zoom donc sur cette unité militaire avec notre reporter. Pont Général de Gaulle, ce lundi matin, il est 11h30. Et là, un individu tenta de se suicider. Alerté, une équipe de pompiers se rend immédiatement sur les lieux. À sa vue, l'homme se jette à l'eau. Les pompiers aussi. Promptement, ils réussissent à sortir l'infortuné de l'eau à temps. Ceci est un exercice de sauvetage. Vu l'urgence qui s'imposait à nous, nous avons engagé 2 plongeurs. Arrivés dans l'eau, ces 2 plongeurs ont réussi à récupérer la victime qui, heureusement, était encore en surface. C'est-à-dire, elle était à la première étape de la noyade qui est l'agitation en surface. Et après cette récupération-là, pour amener les plongeurs et la victime à la berge, nous avons engagé notre CSL, qui veut dire le canot de sauvetage léger, qui a récupéré ces 3 personnes-là et ensuite les a ramenées à la berge. C'est l'une des missions des sapeurs-pompiers militaires. De cette mission découlent des actions de formation, de prévention, tout ce qui peut concourir à assurer la protection des personnes. Créé en 1974, le groupement de sapeurs-pompiers militaires célèbre cette année son 40e anniversaire autour du thème 40 ans au service de la nation, bilan et perspective.
40 ans, c'est l'âge de la maturité et il est bon pour nous de marquer un arrêt pour faire le bilan de nos actions et puis envisager les perspectives afin de pouvoir présenter aux autorités les ambitions du corps. Un mois de célébration pour nous permettre de faire connaître le GSPM de l'intérieur. Le groupement de sapeurs-pompiers militaires assure également la formation des personnels en matière de prévention en sécurité incendie. Son personnel est d'abord militaire. Nos officiers sont issus de l'école des forces armées de Zambakro. Les sous-officiers, soit de l'école nationale des sous-officiers d'active, ou bien issus des militaires du rang. Donc les personnels du GSPM sont d'abord des militaires et ensuite formés en interne pour être des sapeurs-pompiers. Au sein de cette unité militaire spécialisée, la politique du genre est respectée. Il y en a une trentaine sur les 1400 que nous sommes. Ce sont des personnels qui sont traités dans les mêmes conditions que leurs homologues masculins. La même formation, les mêmes tâches et les mêmes missions. Le groupement dispose d'un bureau prévention. Nous validons des dossiers qui viennent pour l'attribution du permis de construire. Également, le GSPM est membre de la commission interministérielle de contrôle des immeubles de grande hauteur. Également, il est membre de la commission de validation des plans d'opération internes qui sont imposés à tout établissement industriel. Mais en plus, au-delà de cela, nous les accompagnons dans les formations. Partout en Côte d'Ivoire, le groupement de sapeurs-pompiers militaires intervient. Ces casernes sont implantées à Abidjan, Bouaké, Yamoussoukro et depuis quelques semaines à Korogo. La caserne la plus au nord était il y a peu limitée à Bouaké. Ça veut dire que la caserne de Bouaké avait un domaine de compétences très étendu qui partait jusqu'à la frontière nord. Donc la décision de nos autorités de mettre en place une caserne, la 6e caserne d'incendie du GSPM à Korogo, nous permet de réduire les distances et de faire face à beaucoup de besoins qui sont ressentis dans tout le département, dans même toute la région. Voici le centre de coordination des opérations et de transmission. C'est ici que transitent tous les appels de secours, au nombre desquels de nombreux appels fantaisistes. Le 180 est un numéro gratuit. Abuser de ce numéro d'appel gratuit, c'est faire du tort à ceux qui en ont besoin. Pour cela, nous avons été vraiment obligés de mettre en place des lignes d'appel cellulaires pour que ceux qui sont vraiment dans le besoin de secours puissent nous joindre sans trop de difficultés. Malgré leur bonne volonté, il est reproché aux pompiers leur état sur les sites d'intervention. Il arrive que certaines personnes appellent et qui vous disent « Allô les pompiers, venez vite, il y a le feu, ça brûle et la personne raccroche. On va où? Il n'y a pas d'adresse, on ne sait pas où c'est. Lorsque l'appel est bien orienté, les délais pour se rendre sont liés à certains facteurs. L'encombrement des routes, les embouteillages. Certains quartiers sont totalement inaccessibles. Ce quarantenaire a pour objectif d'informer et de sensibiliser sur l'initiation aux gestes élémentaires, de répondre aux besoins de toutes les situations de détresse et de favoriser le rapprochement entre les unités et forces républicaines de Côte d'Ivoire et les populations. Reportage signé Abou Sanogo. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site internet www.rti.ci. Bonne soirée sur la chaîne qui rassemble.